si vous voulez vous installer pour qu'on puisse clôturer cette journée à peu près dans les temps pour que ceux qui ont de la route puissent repartir sans que ce soit trop tard, ce serait épatant. On termine de s'installer. Donc pendant que vous terminez de vous installer et avant que Jean-Pierre, si tu veux bien me rejoindre avec... et pendant que Alexia est en train de nous finaliser et de nous préparer vos slides, donc Jean-Pierre et moi, on a un peu circulé dans les ateliers, on s'est baladé, on a écouté. Alors, je ne sais pas ce que tu diras. Pour ma part, ce que je retiens, c'est la très grande richesse et la très grande diversité des projets portés et qui ont été évoqués. Il y avait vraiment énormément de thématiques très diverses qu'on regroupait dans de grands champs, mais vraiment des thématiques très diverses. J'ai entendu aussi la nécessité de construire des coopérations sur des objectifs communs et sur du sens commun. Donc une coopération ne se décréterait pas, mais elle se construit. J'ai aussi entendu parler de la force de l'intelligence collective à l'heure de l'intelligence artificielle. Et puis, pas mal de questions aussi autour de l'ingénierie de projet. Comment on prend en compte les temps invisibles de coordination, de montage de dossiers, de construction des partenariats. Quels sont les moyens humains financiers dédiés? Comment est-ce qu'on pilote ces coopérations? Avec quelle légitimité? Avec quelles envies? Quels moyens? Voilà, donc des questionnements qui étaient vraiment intéressants. Alors, j'ai d'une certaine façon retenu un peu différemment de toi. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est la richesse. La richesse, la diversité. Diversité à différents niveaux. Diversité de la taille des associations. Diversité finalement des buts de l'association, des buts un peu généralistes et autres. Et puis ce qui m'a frappé beaucoup quand même, c'est la notion d'ambivalence. Parce que c'est bien de travailler ensemble, mais quelquefois on est concurrents. C'est pas si simple que ça. Mais faut sauter le pas. Faut sauter le pas. Et avec un élément sur lequel je suis très sensible au niveau de la face, c'est l'arrivée ici ou là de très grosses associations qui ont de très gros moyens et qui finalement piétinent les plates-bandes des structures locales. Et cette sortie, j'ai entendu, bon, à peu près, je dû l'entendre dans les trois ateliers où je suis passé. Je n'ai fait que passer, hein, donc je ne suis pas assez longtemps. Ce qui m'a paru, alors l'ambivalence, et puis tu l'as dit déjà, mais l'importance finalement du travail d'ingénierie et qui s'en charge. Et ça, je crois que c'est vraiment un vrai souci parce que ça recoupe des échanges qu'on avait eus, notamment avec Château-Contier. C'est-à-dire que si il n'y a pas, je dirais, des moyens un peu dédiés, et notamment des moyens humains, eh bien, ça charge encore la barque déjà de gens qui sont largement chargés. Et puis, ce qui m'a frappé également, c'est le rôle finalement, je dirais presque, d'un détonateur. Quand il y a quelque chose, il y a une étincelle. Et ça sert beaucoup. Les freins, je crois que c'est quand même la question, ce que j'ai entendu, c'est quand même la question du temps et de l'argent. Le temps, c'est ce que j'ai entendu. Donc, tu vois, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques. On va peut-être...
Oui, on va demander à nos rapporteurs, puisqu'il y a un monsieur, voilà, Marc Maradour, Anne Lebeur et Marika Vidayak de nous rejoindre pour nous présenter les 3 idées fortes qui ont été retenues par chacun des groupes. Merci à eux pour le travail qui a été engagé. Et pour avoir été co-animatrice avec Marika, je précise que l'ensemble des participants ont bien coopéré sur cet exercice déjà. Vas-y Marika. Donc si voilà, tu veux. c'est parti. Quelle coopération, ce qu'on aimerait. Alors Donc, là, ça c'est... Voilà, je regarde la slide, c'est Ça, c'est parfait. Marc. Parce qu'il y avait... Donc, merci à l'ensemble des participants de cet atelier. Il y a des expériences, on ne va pas tous les repartager maintenant, mais vraiment, vraiment très intéressantes. Et cette façon de travailler en coopération, je crois que tout le monde a été vraiment à l'écoute de ce que les uns les autres ont dit. On a eu vraiment une grande richesse des témoignages. Et, alors je vais faire très court. Oui, c'est vrai. Je vais faire très court, puisqu'en fait, il y a trois thèmes qui sont ressortis. Et tu l'as dit un petit peu, là, Jean-Pierre, tout à l'heure. Impulsion des collectivités territoriales, infrarégionales. Et quand on parle d'ambivalence, et de l'État. Mais on dit il faut un moment, il faut quelque chose, il y a un déclencheur, et dans toutes les expériences qui ont pu nous être présentées, eh bien, il y avait tout pour une collectivité territoriale, proche du terrain, qui était moteur dans l'agrégation des projets et dans le faire ensemble. Deuxième point qui dit que ça coûte du temps, de l'argent, ça t'est dit, c'est un dispositif d'aide au montage des projets. C'est pas simplement d'avoir des salariés ou des experts de projet, ou des technos, ça n'a pas été dit, mais c'est moi qui le dis, mais c'est d'avoir un lieu qui permette à des acteurs de bosser ensemble dans des bonnes conditions et de produire ensemble. On n'a pas forcément besoin, alors je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais on n'a pas forcément besoin des élus pour donner des idées aux associations qui étaient présentes, mais de lieux qui permettent de faire émerger des projets. Donc, deuxième point, dispositif d'aide au montage. Alors, ça peut être de l'intelligence artificielle, puisqu'on est dans l'intelligence collective ici. Et troisième point, qui a été souligné, me semble, on pourrait même mettre le point le plus important. On a trouvé cette phrase-là, mais c'est faire avec des personnes concernées. C'est l'implication des citoyens. Parce qu'un dispositif qui a comme vocation d'aider au logement, d'aider à l'emploi, si on le fait à la place et en lieu des personnes, on ne connaît pas les besoins. On va le faire hors sol. Donc vraiment, ça a été partagé par tout le groupe. Et voilà la synthèse rapide. Donc une impulsion de départ des collectivités territoriales, l'aide au montage des projets, et puis ne pas oublier, surtout mettre en avant les personnes concernées. Merci Marc. Alors le deuxième atelier. 1, 2. 1, 2. Okay. Alors, de notre côté, on a beaucoup parlé de la question de la temporalité, où à la fois, nous avons besoin de prendre le temps de construire collectivement, alors de la rencontre à la construction collective, et finalement, nous avons aussi besoin de répondre à l'urgence. On a besoin de vivre ces 2 temporalités et de pouvoir les vivre. Alors, évidemment, avec le temps vient l'argent, etc., mais... Voilà, on a voulu mettre en avant ces 2 temporalités qui étaient les 2 essentielles à notre action. On a reparlé du niveau d'intervention qui pour nous était forcément un niveau local, au plus près des personnes concernées, là où ces personnes-là vivent, interviennent, etc. Et puis le 3e point qui recoupe le vôtre et qui était aussi un de nos points essentiels, qui était faire avec et faire par les personnes concernées. Ce n'est pas à nous de venir dire comment il faut faire, mais à nous de leur permettre d'exprimer leurs besoins et de construire en fonction de ça. Et évidemment, dans les projets, de leur donner voix au chapitre. Et par voix, j'entends aussi droit de décision et de vote, pas uniquement d'être entendu. Merci Marika. Atelier 3. Alors, nous, c'est donc le 3e groupe. On va retrouver un petit peu, évidemment, les mêmes types de préconisations. Il y a deux points sur lesquels le groupe a beaucoup échangé.
D'une part, sur la notion de connaissance et reconnaissance, qui avait été abordée d'ailleurs ce matin. Et deuxièmement, sur la question des méthodes et de l'ingénierie. Ça a vraiment été pointé dans notre groupe de façon plus précise. Alors, 3 préconisations donc, ont été développées. Favoriser l'interconnaissance des acteurs pour mieux travailler ensemble sur un territoire de proximité et sur une thématique commune. L'idée, ce n'est pas interconnaissance entre les acteurs pour être dans l'interconnaissance. C'est autour d'une thématique et donc de partager ensemble des données sur cette thématique-là. Deuxième préco, coopérer et utiliser des compétences propres de chaque entité sur un objectif commun qui donne du sens. Importance de définir l'objectif, le pilotage et la gouvernance. Alors, était citée l'idée de formaliser par l'intermédiaire d'une convention de partenariat. Et puis, troisième point, donner des moyens financiers pour accéder à des compétences d'ingénierie pour mettre sur pied les coopérations. Donc là, on retrouve un peu ce qui a été dit dans les 2 autres groupes, formulé un petit peu différemment. Merci beaucoup. On va proposer maintenant à Jean-Pierre de nous faire une synthèse avec François Gauthier, si vous voulez bien vous livrer tous les deux à cet exercice. Merci Anne Lemeur, merci Marika Vidayak, merci Marc Maradour. Et ça, c'est la force du Césaire, c'est la coopération au sein d'une commission. Alors, tu veux une synthèse de l'après-midi ou de la totalité de l'après-midi? Alors, je crois que moi, le mot que je retiendrai le plus fort, c'est finalement la citoyenneté. Le fait que toutes les personnes sont au même niveau de citoyens et d'habitants d'une même quartier, d'une même ville. Et qu'ils ont des connaissances et des savoirs différents, ils ont des besoins différents, mais si on commence à les mettre dans des cases, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, ce point-là, je crois que c'est toute une problématique qu'il faut avoir, que la médecine a déjà largement explorée, c'est la notion d'universalisme proportionné. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de faire en sorte qu'on soit dans des situations communes, mais avec un accompagnement spécifique pour les personnes concernées. C'est clair que, par exemple, j'ai vécu ça en tant que président d'une association, hein, la présence des personnes accompagnées, eh bien, si ça ne se prépare pas, si on ne leur donne pas le temps, si on commence à jargonner, eh bien, ça ne marche pas. Donc moi, ce premier mot, c'est finalement la question de l'universalisme proportionné qui me semble le plus important. Le deuxième point, c'est la question de la conduite de projet, l'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, on se trouve dans une situation où un peu, d'ailleurs, je ferai une certaine comparaison avec l'intelligence artificielle. Soit on s'approprie les questions d'ingénierie, soit on passe avec beaucoup de temps, avec beaucoup d'argent plutôt, à des spécialistes de l'ingénierie qui vous proposent quelque chose en clé en main. Non, je crois que là, vraiment, l'ingénierie, c'est vraiment une spirale. Toutes ces questions-là, on peut les penser que dans le temps. Et donc, ça veut dire que toutes les questions qu'on fait à un moment donné, on part d'un état, mais on ne peut pas considérer que les choses puissent être pérennes si on reste dans un cercle, fût-il apparemment vertueux. Il faut vraiment qu'on se passe dans une situation de spirale, où effectivement, à chaque passage, eh bien, on progresse. Et je crois qu'on a reconnu là tout l'enjeu de l'évaluation. Et l'évaluation, ce n'est pas le contrôle. L'évaluation, c'est véritablement pouvoir se donner un certain nombre d'états des lieux, avoir des indicateurs sur lesquels on pense on va jouer. Et ces indicateurs, là, moi, j'insiste sur un point. Les indicateurs, il faut faire un choix judicieux parce que trop d'indicateurs tue complètement l'évaluation.
Et il ne faut pas que les indicateurs soient trop importants. Et moi, ce que je retiens, si vous voulez, pour la suite de notre travail sur ce thème, eh bien, c'est que je crois qu'à partir de tout ce qui s'est dit, de tout ce qu'on aura récolté, eh bien, on pourra enrichir les quelques points sur lesquels on va suivre nos préconisations. Et je crois que quelque chose autour de la pérennité des financements des associations sera un des éléments à regarder. Ça me paraît à peu près certain. Donc, voilà moi ce que j'ai retenu. Et puis, peut-être dernier point, c'est un point, alors je l'ai entendu ou j'ai voulu l'entendre, je ne sais pas, mais qu'en fait, il y a une question d'étincelle. Quand on commence, ça continue. Mais il faut qu'il y ait finalement un initiateur. Et là, je trouve très important que la dimension des collectivités locales soit intervenue, parce que c'est là, au plus près du terrain, qu'il y a la possibilité d'aller vers cette étincelle qui peut durer. Et le socle, ben, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on se trouve avec un socle qui est, je dirais cette fois, très, très matériel. Il faut du temps, de l'argent et une visibilité territoriale, qu'on soit connu à niveau intérieur. Ça, je crois que c'est les trois, mais ça, c'est vraiment le soubassement. Le reste, c'était un peu plus général. Voilà ce que j'ai retenu finalement de mes passages et puis de ce que j'ai vu au niveau des trois diapositives. Je ne sais pas si vous avez reçu... Non, merci beaucoup d'abord pour les éléments partagés. Peut-être juste quelques points juste en réaction de manière très rapide sur les trois points que vous évoquiez, Monsieur Le Tourneux. D'abord sur la question des personnes, de l'association des personnes accompagnées, qui est revenue à la fois dans les tables rondes et puis dans les échanges ce matin. C'est important de le dire, c'est important de le faire, mais c'est important de le faire et que cette participation des personnes accompagnées, ce ne soit pas une participation alibi et qui cherche à faire de la communication. Je le dis d'autant plus que dans le pacte des solidarités que je porte avec les services de l'État, les collectivités, les acteurs associatifs de la région, on cherche à pousser cette association des personnes accompagnées. Il y a des instances qui existent dans la région sur la question de l'association des personnes accompagnées. Il y a le Conseil régional des personnes accompagnées. Il y a des structures qui peuvent venir en appui. Là, je regarde du point de vue des services de l'État, avec Véronique Thomas qui est ici présente. Il y a une structure, par exemple, au sein de la préfecture de région qui s'appelle le Centre d'appui à la participation citoyenne, qui est porté par le Lab de la préfecture de région, et qui est une structure qui précisément peut accompagner un certain nombre de projets dans l'émergence et le soutien à l'association des personnes accompagnées. Parce que ça se construit, ça ne se décrète pas. Il peut y avoir différentes méthodologies. Ce n'est pas juste d'avoir un CRPA, c'est essentiel d'avoir un CRPA et qu'il ait toute sa place dans le débat régional, mais c'est essentiel également que dans toute la construction de nos politiques publiques, on intègre des démarches d'association des personnes accompagnées. Et ça se construit de manière différente. Par exemple, dans les territoires zéro non-recours, à Chemillé-en-Anjou, c'est pleinement pris en compte et ils cherchent à développer une démarche d'association des citoyens sur cette question de la participation citoyenne. Donc ça, c'est peut-être le premier point sur la question de la participation, mais qui me semble vraiment structurant et essentiel. Et moi, je souhaite que, notamment l'année prochaine, on puisse approfondir cette question de l'association des personnes accompagnées sur la question des familles monoparentales. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans quelques semaines. Le deuxième point, c'est sur la question de l'ingénierie et de la viabilité des modèles économiques aussi. Ça qu'on a peut-être moins abordé de manière directe sur ce volet. Alors le soutien à l'ingénierie, on l'a évoqué dans les difficultés que ça peut représenter pour les plus petites structures, qui ne sont pas forcément toujours outillées pour répondre à des appels à projets parfois très précis ou techniques. Alors ça, j'ai envie de dire, il faut aussi le voir de deux points de vue. Alors à la fois, c'est comment est-ce qu'on travaille éventuellement à créer des formes de labos de gouvernance telles que vous avez pu le proposer dans le premier atelier notamment, pour mieux outiller des acteurs associatifs qui sont moins en capacité de pouvoir répondre à ces instruments. Mais j'ai envie de dire, il faudrait presque d'abord
inverser la logique. Et ce serait aussi de notre point de vue, du point de vue de l'ensemble des pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, là plus dans une démarche, on l'évoquait avec Mme Lapeyre-Michaud juste avant, plus dans une démarche de design de politique publique, de se dire comment est-ce qu'on adapte les instruments des politiques publiques pour qu'ils puissent mieux soutenir des projets territoriaux, ce que nous, en tout cas, on a essayé d'impulser au niveau des services de l'État via la démarche des pactes locaux des solidarités. Je vous disais, c'est un mot, mais en fait, derrière ce mot, c'est cette logique-là. C'est des projets construits au plan local où on favorise le tour de table avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous, on peut jouer ce rôle-là si c'est souhaité côté État pour jouer parfois ce rôle d'ensemblier. Et ensuite, comment est-ce qu'on va soutenir des projets, y compris dans leur modalité de financement. Mais ça pose quand même fondamentalement cette question de la viabilité économique des projets et des modèles économiques qui sont envisagés en la matière. Quand on soutient parfois des projets dans leur initiation, il faut se poser la question aussi de leur perspective à 3, 5, 10 ans. Et ça m'amène peut-être sur le dernier point qui me semble essentiel. Poser cette question de la viabilité économique et de l'ingénierie de projet, ça pose cette question nécessaire de l'évaluation et de l'impact social. Ce n'est pas un gros mot sur les questions de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est un point qui est à mon sens essentiel. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on travaille avec les fédérations dans la région, avec la Fédération des acteurs de solidarité, avec l'URIOPS et avec également les Écosoli ici à Nantes. On a lancé depuis à peu près 1 an une démarche régionale sur la question de l'évaluation et de l'impact social, avec cette idée de se dire qu'il ne faut pas que ce soit une démarche qui tombe de haut et que concrètement c'est chaque financeur, l'ARS, l'État côté dette, le conseil départemental, telle collectivité qui vient demander une démarche d'évaluation avec ses propres indicateurs, mais que ça doit plutôt être une démarche commune à construire ensemble. Ça, c'est pas facile à faire, mais on peut le faire d'abord en sensibilisant les acteurs sur ce qu'est l'évaluation d'impact social et puis en construisant des démarches communes. Et je le dis, c'est évidemment un enjeu de redevabilité des finances publiques. Je le dis en étant représentant de l'État ici. Je vous ai parlé de montant financier engagé ce matin. Ce montant financier, c'est normal que tout citoyen puisse le contrôler et savoir ces subventions, ces fonds qui sont apportés, quel objectif ils ont eu, est-ce qu'ils ont réellement permis de prévenir ou de lutter contre la pauvreté. C'est un point évidemment essentiel et ça, tout citoyen est en situation de pouvoir le demander. Mais je pense que c'est aussi collectivement, sur les questions de prévention et de lutte contre la pauvreté, de savoir mieux communiquer sur les instruments de politique publique. On a trop tendance parfois à se dire que ces démarches d'évaluation et d'impact social, alors je vous rejoins, il ne faut pas qu'il y ait trop d'indicateurs, il faut que ce soit ciblé et construit, mais que c'est une démarche de contrôle, ou je devrais dire presque de flicage de la part de certaines institutions. Je pense que c'est tout le contraire. En fait, on n'arrive pas suffisamment à démontrer en France l'investissement social que représentent les fonds que j'ai évoqués ce matin qui sont engagés dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Réussir à démontrer, juste pour terminer sur ce point-là, qu'une initiative comme Un chez-soi d'abord, par exemple, qui est présente ici dans la région, elle permet précisément en accompagnant des personnes très éloignées avec des problématiques d'addiction, d'éviter que ces personnes elles se retrouvent sur des durées d'hospitalisation très longues. C'est réussir à faire une évaluation de l'ensemble de ces coûts évités et réussir à démontrer aussi collectivement que la question de la prévention et de la lutte contre la pauvreté soit aussi s'inscrire dans ce temps long pour précisément mieux travailler ces actions de prévention. Ce n'est pas facile à faire, ça prend le temps et il faut qu'on puisse le construire dans le temps. Mais en tout cas, moi, c'est mon souhait dans la démarche qui a été engagée avec la FAS et l'URIOPS sur ce volet-là pour qu'on puisse construire une vision commune sur ces questions d'évaluation et d'impact social. Merci. Merci, Monsieur Gauthier. Et bien sûr que cette question de l'évaluation des politiques publiques, voilà, nous on l'a travaillé au Césaire aussi, et voilà, je rebondirai sur 2 idées fortes aussi sur notre conception de l'évaluation des politiques publiques. Comme vous l'avez dit, l'objectif c'est d'améliorer effectivement, voilà, la politique publique, sachant que la lutte contre les précarités, vous l'avez dit en introduction, voilà, malheureusement dure depuis longtemps et durera certainement longtemps. Donc le besoin est là. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'on partage l'état des lieux, les constats, comme l'a dit Jean-Pierre. Et oui, vraiment que voilà, c'est une réalité de co-construire les objectifs effectivement de l'ensemble des acteurs qui vont participer à l'évaluation de cette politique publique effectivement. Parce que c'est là où voilà, on a nos expériences et que voilà, c'est notamment cette facilité à aller vers de l'évaluation quantitative
parce que c'est plus simple, parce que voilà. Sauf que quand on travaille sur le secteur du social, du médico-social, voilà, avec des personnes et toute leur complexité, voilà. Donc, il faut aussi savoir co-construire des indicateurs qualitatifs qui rendent vraiment compte en fait de l'action de l'ensemble des structures qui travaillent à réduire les précarités. Merci Monsieur Gauthier. Et je donne la parole à Marie-Thérèse, voilà, présidente du Césaire, pour la conclusion de cette journée. Depuis ce matin. Hop là, oui, je suis plus petite, c'est ça. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous depuis ce matin. Ce colloque sur les précarités constitue une étape de comment les coopérations d'acteurs préviennent ou évitent la pauvreté. Ce colloque est un outil pour confronter et enrichir les préconisations de cette étude auprès des acteurs que vous êtes, des réseaux de la solidarité. Merci à tous pour votre présence. Ce matin, Antoine Chéreau a salué le travail mené par le Césaire en soulignant aussi la présence des solidarités naturelles dans notre région, qui ne peuvent pas faire face évidemment à l'ensemble des précarités, et le déploiement des dispositifs de la solidarité dans une logique territoriale plus que dans celle d'une densité démographique. Je salue ici le travail de notre rapporteur Jean-Pierre Le Tourneux, auquel vous me permettrez d'emprunter un verbatim qu'il a eu ce matin. La mesure de ce que l'on peut faire par le dialogue amène au compromis. Et le compromis qui engage une promesse. Cette promesse, grâce à notre journée de collaboration et d'échange, je pense qu'elle peut se révéler pour aller vers ceux qui sont dans le besoin d'accompagnement, la personne en situation de précarité. Je retiens de la première table ronde de ce matin quelques expressions fortes, à mon sens. Ça va vite quand ça va bien, ça va encore plus vite quand ça va mal. La succession de difficultés dans un temps court peut amener à la chute, et chacun peut être concerné. Notre région, terreau historique de la création des mutuelles et des associations, crée des synergies entre les acteurs. Il faut également placer l'usager au centre du dispositif, responsabiliser la personne, l'aider à pouvoir lui lâcher la main. Je pense que ces éléments-là sont des moments assez forts de nos échanges de ce matin. Dans la seconde table ronde, j'ai retenu le constat de la coopération entre acteurs n'est pas toujours aisé. Chacun reste dans son couloir de nage, son domaine d'expertise, au risque de perdre son identité. C'est également aussi une réalité, et c'est sans forme de jugement, c'est aussi l'instinct de préservation de son identité propre. Ce qui constitue le déclic, c'est reprendre le pouvoir d'agir, l'accès à l'emploi, à la culture ou au sport pour sortir de l'isolement. C'est révélateur de l'estime de soi, le plaisir de faire communauté. Monsieur Garnier, ce matin, vous avez pris soin de nous décrire les visages de la pauvreté, l'enracinement et parfois la reproduction de cette pauvreté, la singularité aussi du système social français qui permet à pratiquement 60% des Français d'avoir recours au système de protection sociale sous ses diverses formes, en y pointant également la problématique du non-recours, des choses sur lesquelles nous devons sans doute continuer à travailler. Vous avez identifié aussi parfois quelque chose qui m'a marqué et sur lequel je pense que le ressenti est fort, c'est la maltraitance institutionnelle. Je pense que ça fait partie des choses qui sont ressenties par les aidés, voire par les aidants parfois. Et notre après-midi consacré aux ateliers, à soumettre au banc d'essai, comme nous a dit Bérangère, en responsabilité sur les éléments d'évaluation, les préconisations du rapport soulignent la nécessité du déclencheur acteur public. C'est l'acteur public qui
qui est au centre peut être à l'impulsion, un dispositif d'accompagnement à la réalisation de projets qui donne aussi la capacité de réaliser, une clé du succès sur le faire avec la personne qui est aidée, qu'on lui donne voix au chapitre. Autre élément essentiel, répondre à l'urgence. L'action se fait au niveau du local. Favoriser la connaissance des acteurs au bénéfice d'un projet, formaliser des partenariats entre les acteurs, c'est indispensable. Merci à tous de vos apports de l'après-midi. Je pense qu'ils vont enrichir la vie de cette étude et la vie de ce rapport. Permettez-moi en ce temps de vous soumettre une de mes expériences de solidarité dans le cadre de ma profession d'agricultrice. En 1990, suite au témoignage de sœur Emmanuel, les éleveurs laitiers français ont mis en place une opération don du lait auprès des banques alimentaires. Le travail a été de mettre en œuvre une réglementation particulière avec Bercy, avec Bruxelles, pour permettre le don en nature du produit, le lait. En 2015, arrêt des quotas laitiers en Europe, mais pas arrêt du besoin de solidarité. Le maintien du dispositif a pu être fait de don du lait en nature par une adaptation du cadre réglementaire et d'un déploiement par la création de Solal en 2013 pour le don en nature dans toutes les productions agricoles. Si je me suis permis de donner cet exemple, c'est juste pour illustrer ce que vous vivez vous aussi, c'est-à-dire que le contexte évolue. Les acteurs publics de la solidarité, du monde économique, en interface, ont aussi à réinventer des nouveaux modèles pour pouvoir continuer l'action. Et ce qu'ils ont aussi besoin, c'est de moyens, bien sûr, humains, financiers, mais aussi de temps et de durée pour pouvoir avoir une certaine efficacité. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, commissaire à la lutte contre la pauvreté, d'avoir consacré votre journée à nos travaux. Je vous remercie des propos que vous avez eus, qui sont concrets et qui nous appellent encore plus à l'action, il me semble. Et avant de conclure, je voulais remercier personnellement, au titre du Césaire, la présidente de la Commission 1, Dominique Lapeyriere-Michaud, qui, encore aujourd'hui, a montré son acuité à l'exercice de la coopération et de la construction collective. Dans le cadre de la Commission Santé Sociale, vous avez vu qu'elle a su aussi mettre en synergie l'ensemble du bureau, bien sûr, mais aussi au-delà avec le duo de présentation avec Bérangère Feufeu sur cette journée. Merci à Alexia pour l'organisation du colloque et du travail fourni auprès de la Commission pour le retour de cette étude aujourd'hui. Et je souhaite terminer en disant que ce colloque est une étape, ce n'est pas une fin. Et le contexte actuel nous oblige et nous donne l'élan de pouvoir continuer. Merci à tous. Merci, merci Présidente. Et puis merci à toutes et tous pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, pour vos contributions, pour votre présence. Et on vous souhaite un très bon retour dans vos foyers. À très bientôt pour un prochain colloque. Au revoir.